Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ariane Laroux, je travaille à Santa Cabrini qui fait partie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal aux soins intensifs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Dr Yann Ajmo. On va discuter d'épanchements pleuraux. Donc salut Yann, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Salut Ariane, oui, alors je suis médecin, je fais des soins intensifs maintenant depuis presque 14 ans, puis depuis les 7 dernières années, je travaille au CIUS de l'Est de l'île de Montréal à l'installation Santa Cabrini. Donc, on sait que l'échographie ciblée au chevet a fait énormément changer la manière de soigner les patients en soins critiques dans les 10 dernières années. Mais en quoi l'approche écho-guidée a modifié la pratique dans les pathologies pleurales? En fait, c'est une excellente question, là. Merci de me la poser parce que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, puis j'adore faire beaucoup d'échographie. Puis effectivement, depuis les 10 dernières années, je fais beaucoup d'échographie. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a amené un shift du paradigme au niveau des soins pulmonaires. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça a baissé la distinction entre qui fait quoi, qui faisait quoi et qui va faire quoi dans le futur. Ça augmente une rapidité au niveau du diagnostic puis du traitement. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, maintenant, il est irréversible. On s'est rendu compte que l'utilisation systématique de l'échographie va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus supérieure aux méthodes de marquage traditionnelles quand on regarde sur le taux de succès de la technique puis sur les complications. Et il y a des études comme Diacon en 2003 qui ont montré que peu importe l'expérience de la personne, que ce soit un vieux médecin, un jeune médecin, c'est de loin supérieur. Sur des cohortes de 60 000 procédures, il y a eu des baisses de pneumothorax de façon extrêmement significative. En fait, l'écho-guidance, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente le taux de réussite lorsqu'on veut faire une aspiration de liquide, surtout lorsque la quantité de liquide, elle est très petite. C'est beaucoup plus précis lorsqu'on veut diagnostiquer comparativement à un rayon X. On sait que pour un rayon X, il faut à peu près 200 ml pour être capable de voir ça, mais ça, c'est quand la personne est en position assise, alors qu'à l'écho, des quantités moindres de 50 ml, on les voit. On a une bien meilleure détection en termes des septa ou des loculations versus quand on le compare au scan. Puis on est même capable de faire la différence entre un exudat, un ampième versus un transudat, alors qu'on n'est pas capable de faire sur un rayon X. Puis naturellement, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup moins de complications procédurales versus quand on fait les techniques standards. OK, c'est intéressant. Puis, au niveau les pathologies pleurales, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Oui, absolument. C'est très fréquent. J'ai pas les chiffres canadiens, mais les chiffres américains sont assez significatifs. Fait qu'on peut faire un ratio de 10 à 20 %. On sait qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes qui se présentent par année avec des épanchements pleuraux qui vont être drainés, naturellement. Là-dessus, il y a 20 000 pneumothorax qui sont spontanés ou traumatiques qui vont être drainés. 20 000 pneumothorax iatrogéniques. Tous ceux-là ont besoin d'être drainés également. On sait aussi qu'il y a 15 % des néos du poumon qui vont avoir des épanchements pleuraux, mais seulement 60 % de ces patients-là vont avoir une cytologie positive. Puis ce qui est le plus inquiétant ou intéressant, c'est qu'on voit qu'au cours des dernières années, il y a environ 30 % des cas d'ampième qui vont se présenter à l'urgence et qui vont avoir environ, ce 30 % vont décéder ou vont avoir besoin de chirurgie. C'est pas nouveau, là, les épanchements pleuraux. On avait même Hippocrate à l'époque qui parlait, il y a environ 2400 ans, qui disait que quand lui avait remarqué plutôt, que quand tu avais un ampième suivant une pleurésie, si en dedans de 40 jours, tu l'avais pas drainé, tu t'en étais pas sorti, c'était la mort assurée. La question est de savoir c'est comment il drainait ses épanchements à l'époque. Ça devait pas être très, très beau et très stérile. Ça devait être assez douloureux. Mais donc, c'est quelque chose qui est implanté dans la médecine depuis très longtemps, puis qui est extrêmement présent. Puis probablement aussi le fait qu'on diagnostique beaucoup plus à l'écho maintenant, on a des chiffres qui vont se gonfler au fil des années. OK. Et au niveau de la catégorisation des types d'épanchements, est-ce que ça a changé un peu au cours des dernières années? Non, en fait, s'il y a quelque chose qui est assez stable dans le temps, c'est bien ça. Tout le monde connaît les critères de Light lorsqu'on fait les ratios avec les LDH, les protéines. Ça fait environ une quarantaine d'années que c'est toujours la même affaire. On évalue nos transudats, nos exudats. Maintenant, on a un peu spécifié les épanchements qui sont parapneumoniques compliqués versus les ampièmes. Je rentrerai pas dans les détails là-dessus. Là, vous pouvez trouver ça dans beaucoup d'articles ou beaucoup de livres médicaux.
Puis, on a les autres types d'épanchements qui sont un peu moins fréquents, comme les chylothorax et les hémothorax, qu'on voit surtout en traumato ou en post-chirurgie thoracique. Puis, naturellement, il y a les épanchements paranéoplasiques. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart de nos épanchements vont être des transsudas. Il y a même environ 25% des patients qui vont être diagnostiqués avec un transsudat qui est une erreur. C'est dû parce qu'ils ont eu des diurétiques, tout ça. Donc, il y a un sous-diagnostic à ce niveau-là. Mais globalement, c'est toujours la même affaire. Puis c'est ce qui nous permet d'orienter notre traitement après ça lorsqu'on fait les calculs avec les critères de l'aide que je parlais tout à l'heure. OK. Puis, si on a un patient là, qui a un épanchement, est-ce que d'emblée, on considère ça comme un facteur de mauvais pronostic? Bien, en fait, depuis longtemps, on sait que les épanchements pleuraux, c'est pas tout à fait positif ni bon, mais je pense pas qu'on avait évalué la dangerosité d'un épanchement pleural. Ce qu'on s'est rendu compte en 2017, dans le CHEST, il y a une étude qui est sortie vraiment intéressante d'environ 780 patients qui avaient screené, au fond, 350 de ces patients-là qui étaient des épanchements non paranéoplasiques. Et au fond, on s'est rendu compte que c'était des patients, au fond, très standards des soins intensifs, là, défaillance cardiaque, défaillance hépatique, défaillance rénale, donc des patients typiques de ce qu'on a. On s'est rendu compte que les taux de mortalité à 1 an étaient astronomiques. Donc, pour ceux qui étaient en défaillance cardiaque, c'était environ 50% de mortalité lorsqu'on avait un épanchement pleural au diagnostic. En termes rénal, c'était sensiblement pareil, donc environ 45%. Puis les patients hépatiques, eux, c'était à 25%. Et les pires pronostics de mortalité, c'est pour ceux qui avaient des épanchements bilatéraux, des ratios de risque de 3,55. Et même lorsqu'on avait des transsudas, c'était à pronostic négatif avec des risques ratios de 2,78. Donc, lorsque vous avez un patient qui arrive avec un épanchement pleural, c'est pas banal, c'est pas non dangereux. Au contraire, il faut essayer d'être extrêmement agressif sur la cause pour essayer de réduire les complications de ça, parce qu'on sait qu'au bout de la ligne, les taux de mortalité sont très, très, très élevés, surtout lorsque vous n'êtes pas dans un cas paranéoplasique. OK. Puis dans le cas où tu te retrouverais devant un épanchement dont l'étiologie est vraiment indéterminée, quelle approche tu vas préconiser? En fait, la plupart du temps, lorsqu'on fait des épanchements, lorsqu'on est devant un épanchement, la grande majorité du temps, on le sait pas. C'est quoi le diagnostic? On l'a un peu, des fois, si le patient se présente avec une pneumonie, puis quelques jours après, il y a un épanchement, c'est assez clair. Mais celui qui arrive avec un épanchement de nouveau, on sait pas toujours si c'est une défaillance cardiaque, on sait pas si c'est paranéoplasique. On peut le voir des fois par la quantité, ou par la coloration de ce qui va sortir. Mais globalement, ce qui est important, c'est que dans vos milieux respectifs, vous fassiez des protocoles, des algorithmes décisionnels, en fait. Puis ça dépend si vous travaillez dans un hôpital qui est à vocation universitaire avec de la chirurgie thoracique disponible, ou si vous êtes dans un hôpital de plus de type communautaire où est-ce que nous, on travaille à Santa Cabrini. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par faire notre ponction et en fonction des résultats et en fonction de, comme j'ai dit, la coloration, transsuda, exuda, si c'est un ampième ou non, on va faire notre algorithme comme ça. Mais la grande majorité du temps, le premier but est de drainer l'épanchement, d'évaluer le type d'épanchement, puis d'attendre la cytologie si on a une suspicion de cancer. Puis par la suite, là, les algorithmes décisionnels vont devoir se faire en fonction de ce que votre chirurgien thoracique et sa disponibilité, et ce que votre pneumologue va vous dire, puis vous allez devoir l'orienter de cette façon-là. Mais globalement, il n'y a pas de recette miracle. L'algorithme doit être fait dans votre équipe, à l'intérieur de votre hôpital, pour essayer d'avoir le fast track le plus rapidement possible pour avoir un diagnostic. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser la lyse chimique? Effectivement, je l'utilise de plus en plus souvent. Il faut comprendre que l'historique de la lyse chimique s'est fait sur environ une dizaine d'années. Les premières études qui ont sorti par rapport à ça, si je me rappelle bien, c'était en 2007 et c'était juste l'utilisation de la streptokinase en double aveugle. Puis malheureusement, ça n'avait pas été efficace du tout. Il n'y avait pas eu de différence avec le placebo. Il y avait eu des cas de segment puis de douleurs exacerbées. Alors, c'est comme si l'historique de la lyse chimique avait été un petit peu faible au début. Par la suite, en 2010, si je me rappelle, 2011, il y avait eu la grande étude qui était venue faire la double thérapie, en fait. Donc, la RTPA ou l'altéplase avec la Dornase alpha, puis ils l'ont comparé avec un placebo. Donc, c'était un 4 protocoles 2x2 factoriel qu'ils appellent, là. Puis ils ont tout évalué les possibilités, les mix potentiels avec les types de thrombolyse et de placebo. Et là, vraiment, il y a eu une différence absolument significative. La diminution des opacités pleurales de plus de 30%, le pourcentage d'occupation dans l'hémithorax de l'épanchement, la nécessité de consulter en chirurgie, les durées de séjour, les effets secondaires. On a eu des valeurs absolument
satisfaisante et qui a fait que ça a démocratisé l'utilisation de la lyse chimique. Comment moi je l'utilise en fait, c'est que j'essaie de l'utiliser comme les dernières études ont suggéré de le faire. Ça veut dire que lorsque je vais avoir un patient puis que je vois à mon échographie que j'ai des opacités entourées de liquide et de l'oculation, ben je vais commencer par drainer. Je vais essayer de trouver ma meilleure loculation à aller drainer. Puis ensuite de ça, je vais regarder ma quantité de drainage. Si après 24 heures, j'ai encore du drainage, ben je vais aller vers une procédure de lyse chimique. Malheureusement, le protocole est fait BID pour 3 jours, mais comme c'est un acte médical, dans la plupart des endroits, c'est difficile de faire. Donc, nous, on l'a modifié pour le faire une fois par jour pendant 5 à 6 jours, mais je ne vais pas y aller en fonction d'un nombre précis. Je vais vraiment y aller en fonction de mon échographie. Ça m'arrive souvent de voir un patient que j'ai drainé, comme le dernier de mémoire que j'ai drainé 400 cc. Et lorsque j'ai utilisé la lyse pleurale, le lendemain, j'avais 1500 cc de plus parce qu'il y avait un arrêt de drainage après l'installation du pigtail. Puis après ça, j'ai eu un 1500, comme je l'ai dit. Puis après ça, il y a eu un autre 1000 qui est arrivé 2 jours après. Puis après ça, il n'y avait plus de liquide. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut le faire préparer par la pharmacie. Ça, toi, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Toujours vite. Non, mais c'est normal parce que, corrige-moi si j'ai tort, mais je pense qu'il faut que vous fassiez ça sous la hotte. On fait ça sous le SCAS, effectivement, sous une hotte stérile. Mais c'est vrai qu'en général, on voit habituellement une administration de fois par jour. Moi, j'ai vu à date 3 jours consécutifs maximum, mais c'est variable selon l'évolution du patient. Oui. En fait, notre utilisation de le dire d'une fois par jour pendant 5 à 6 jours, ben c'est que au fond, la thérapie dans les études, c'était 6 doses. Fait que c'est un petit peu ça qu'on essaie de recréer. Mais malheureusement, quand je le fais préparer, quand je décide le matin de le faire préparer, puis que mes 2 seringues arrivent vers 14 heures, ben c'est sûr que je ne viendrai pas à 2 heures du matin pour drainer mon patient pour la deuxième dose. La stabilité est seulement de 3 heures d'ailleurs pour la dornance, là, donc ça complique un peu la donne. Alors, tu sais, au fond, ce que je me rends compte, c'est qu'en utilisant ça, même si je peux pas le faire BID, je réduis mes journées de durée de soins intensifs ou même de patients à l'étage parce que au fond, j'ai pas besoin de les envoyer en chirurgie thoracique pour faire de la décortication. Est-ce que tu sais si c'est vraiment cher ou ça ressemble à quoi les prix, si tu t'en rappelles? Je dirais que c'est moyennement cher. Moyennement cher. Des choses plus dispendieuses, mais c'est pas si mal. OK. En tout cas, ça vaut pas des journées d'hospitalisation en chirurgie thoracique. Effectivement. Maintenant, si on parle un peu plus des épanchements paranéoplasiques, une fois qu'ils sont drainés, comment tu vois l'approche pleurodèse versus un drain permanent? En fait, c'est une bonne question, ça, parce que la littérature est pas tout à fait claire par rapport à ça. Comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir un bon algorithme décisionnel pour décider qu'est-ce qu'on veut faire. Mais en fait, dans les faits, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a un patient qui arrive avec un épanchement paranéoplasique, en général, c'est des épanchements qui sont massifs parce qu'ils se sont développés au fil des semaines, même des mois la plupart du temps. La plupart des gros épanchements paranéoplasiques que j'ai, c'est souvent plus de 2 à 3 litres. Puis les patients vont pas avoir trop de difficultés respiratoires parce qu'au fond, tant que le diaphragme s'est pas affaissé ou renversé, il n'y a pas de difficulté mécanique de respiration parce que le corps s'adapte à l'épanchement qui se fait tranquillement. Il faut savoir qu'en général, la plèvre va faire environ 10 à 20 ml par jour spontanément de liquide, mais là, on se ramasse avec j'ai vu des 5, 6, 7 litres de liquide drainé. Ces patients-là, ce qu'on doit faire, c'est de les drainer le plus rapidement possible. Ensuite de ça, on doit regarder le taux de drainage. Puis c'est là qu'après ça, on va se poser la question, est-ce qu'on va talquer notre patient ou on va y mettre de la doxycycline, mais donc une pleurodèse chimique, ou on va y mettre des cathéters tunnelisés que nous, on appelle des pleurex. Il n'y a pas de bonne réponse. Et en fait, qu'est-ce que le patient veut? Mais c'est dur de les informer parce que les deux ont des côtés positifs, deux ont des côtés négatifs. C'est sûr que lorsqu'on met un pleurex, le drainage se fait automatiquement et à tous les jours, mais le patient doit être capable de le gérer à la maison. Mais comme ça, il peut sortir de l'hôpital beaucoup plus vite. Donc, c'est bon en termes de gain de journée hospitalisée, mais le patient doit être capable de le gérer. Lorsqu'on talque les patients, bien souvent, il faut les observer un petit peu plus longtemps à l'hôpital pour voir si le talcage va avoir pris, mais malheureusement, il ne prend pas tout le temps. Alors souvent, le patient va quitter, il va être bien, il n'y aura pas à drainer, mais quelques semaines, quelques mois après, il peut arriver avec là, ça devient des loculations extrêmement difficiles à aller drainer parce que là, il y a des endroits qui sont talqués, d'autres pas talqués. En termes de complications, bien, naturellement, le cathéter tunnelisé, ben c'est de la chirurgie, donc il y a toutes les complications de chirurgie. Talcage, il y a moins d'infections, mais il y a un peu plus de récidive lorsqu'on est en talcage, parce que dans un pleurex, ben il n'y a pas de récidive, mais malheureusement, ça s'infecte un peu plus. On le sait que la plupart du temps, c'est des trucs qui sont palliatifs, donc dans ce contexte-là, il
faut juste bien informer nos patients, mais il n'y a pas de technique qui est supérieure à l'autre. Moi, en fait, je m'assois avec le pneumologue ou le chirurgien thoracique, puis on discute de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce patient-là? On y offre le choix, puis on y va avec ça. Donc, on a parlé beaucoup d'épanchement. On n'a pas parlé beaucoup de pneumothorax encore. L'autre jour, je t'entendais parler avec les résidents de votre approche un peu différente là, pour drainer les pneumothorax. Je ne sais pas si tu pourrais expliquer ça à nos auditeurs. Oui, en fait, c'est ça. C'est que pendant longtemps, on a mis nos drains thoraciques, par exemple des 24 French, dans le 5e espace intercostal typique. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est très douloureux, c'est inconfortable, c'est fonctionnel, mais on ne sait pas toujours si on le place bien. Fait qu'on s'est dit, si on fait une décompression à l'aiguille lorsqu'on a un patient qui a un pneumothorax qui est sous tension ou qui est symptomatique, au 2e espace intercostal, au niveau de l'angle de Louis sur la ligne mid-claviculaire, alors pourquoi on ne met pas nos drains là? Moi, je sais par expérience que j'ai eu beaucoup de patients qui étaient ventilés mécaniquement à l'époque où est-ce qu'on mettait des drains thoraciques, puis que quand les pneumothorax étaient plus fort, plus difficile à drainer que ce que le drain pouvait faire, on rajoutait souvent un 2e drain, puis on le rajoutait dans le 2e espace intercostal avec l'aide des chirurgiens. C'était des gros drains, puis c'était inconfortable. Fait qu'en groupe, dans notre équipe de soins intensifs, on s'est dit, écoute, on va y aller directement avec un pigtail au 2e espace intercostal. On le faisait avec des 8 French au début, puis on s'est rendu compte par notre expérience, nos cas empiriques, que ça kinkait toujours. Puis après ça, la littérature a sorti, puis eux, ils suggèrent d'y aller avec des 14 French. Fait que depuis environ 3 ans, on y va avec des 14 French au même endroit qu'on fait la décompression à l'aiguille au 2e espace intercostal. Et franchement, c'est un succès parce que, premièrement, c'est très facile à faire. C'est une technique Seldinger. C'est peu douloureux. Puis, c'est beaucoup plus confortable pour le patient. Il peut se tourner en décubitus latéral gauche, droite. Il peut dormir. Puis, il va être confortable parce qu'il ne va jamais avoir à l'écraser. Donc, de cette façon-là, c'est vraiment une option que nous, on envisage puis qu'on fait, je dirais maintenant, dans presque 100% des cas. Puis, il faut y aller aussi logiquement. La physiopathologie du pneumothorax fait que l'air monte par en haut. Alors, comme l'air est à la portion antéro-supérieure de la cavité thoracique, si le drain est dans la portion supérieure, le drainage va se faire mieux. Puis on s'est rendu compte que les drainages de pneumothorax se font un peu plus rapidement de cette façon-là, surtout pour les jeunes avec des pneumothorax spontanés, là. C'est vraiment intéressant. Puis une fois que le pigtail est installé, c'est quoi votre approche par la suite? Un coup que le pigtail est installé, on n'a pas vraiment de différence avec la plupart de ce que tous les autres hôpitaux peuvent faire. Donc, en fait, on le sait qu'il y a environ 70% des pneumothorax qui vont être stables, qu'une simple aspiration à l'aiguille va faire ou un drain très rapide. En général, on le sait que ça se fait en dedans de 3 jours. S'il n'y a pas une grosse pathologie pleurale ou un trauma, par exemple, en dedans de 3 jours, c'est fait. Lorsqu'on dépasse le 3 à 5 jours, là, on va considérer d'aller avec une thoracoscopie par vidéo-assistance là, pour essayer de le faire peut-être un traitement au niveau de bulectomie ou même une pleurodèse avec le talc ou la doxycycline, mais ça, on en discute avec notre chirurgien. Pour le reste, on le met sur nos moniteurs ou bien digital ou analogique pour drainer, puis on essaye de voir ce qu'on appelle les pleurovacs ou les topazes, puis on voit lorsqu'on n'a plus de drainage qui est significatif, on enlève notre drain. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, le pigtail s'installe beaucoup plus facilement, beaucoup moins de façon douloureuse, mais pour la suite des choses, c'est exactement comme la plupart des gens le font. OK. Puis je sais que c'est un peu... en fait, c'est pas clair dans la littérature ni entre les différentes opinions d'experts, mais quand est-ce qu'on peut retirer le drain exactement? Oui, ça c'est une excellente question parce qu'au fond, je pense qu'il y a autant de manières de fonctionner qu'il y a de types de spécialités médicales et qu'il y a de docteurs. On se rend compte que souvent, les pneumologues versus les chirurgiens thoraciques versus les médecins de soins intensifs n'ont pas du tout la même approche. Souvent, on va voir que les pneumologues vont avoir tendance à le garder un peu plus longtemps. Les chirurgiens thoraciques, eux autres, ils veulent l'enlever même alors que le pneumothorax vient juste d'être guéri ou même de l'épanchement. Puis les intensivistes, les médecins de soins sont souvent à quelque part dans le milieu. La littérature est pas claire. En fait, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on a un pneumothorax, pour enlever un drain de pneumothorax, il faut y aller avec la logique. Donc, tant que votre drain va buller, va avoir une fuite, on ne l'enlève pas. Si on a un doute puis que votre patient est bien surveillé aux soins intensifs, des fois, le nursing peut dire « Ah, je suis pas sûr que ça bulle. Peut-être que ça a bullé à matin, mais je l'ai pas vu. » Puis toi, tu arrives à ton évaluation puis ça bulle pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un clampage puis attendre de voir comment que ça va aller puis faire des rayons X de contrôle.
Maintenant, avec les appareils analogiques comme le Topaz, ben, on n'a plus besoin de voir les bulles. On voit le drainage en millilitres par minute qui se fait dans le dernier 24 heures. Fait que ça a grandement accéléré le retrait des drains parce que tu n'as pas besoin de savoir si ça bulle ou non. Tu n'as pas besoin de clamper ton drain. Tu regardes, si depuis 10-12 heures, tu n'as plus de drainage, tu n'as plus de fuite en ml minute, tout indiqué sur ton diagramme, là, sur ton appareil, ben, tu l'enlèves ton drain et ça aide beaucoup. Ça, c'est pour les pneumothorax. Pour ce qui est des épanchements pleuraux, maintenant, ça, c'est encore une science encore plus compliquée parce que il y en a qui vont dire si vous avez moins de 10 ml par heure de drainage, donc moins de 250 de liquide par 24 heures, ben vous pouvez enlever votre drain. Il y a des chirurgies, des études en chirurgie thoracique qui montraient que si vous étiez en bas de 450 par jour millilitres de liquide, vous pouviez enlever votre drain. Personnellement, je trouve que 450 ml, c'est beaucoup, surtout lorsqu'on est dans un état paranéoplasique. Donc, il n'y en a pas de règles. Il y a juste le confort ou l'inconfort du docteur. Si vous avez une mauvaise expérience à un moment donné d'enlever un drain un peu trop vite puis que le patient a fait un pneumothorax sous tension, ça se peut que les semaines et les mois après, vous soyez un petit peu plus frileux à ce niveau-là. Donc, globalement, je pense qu'il faut avoir les règles de base. Ça bulle pas, ça draine en bas de 250. Je pense que si on va avec ça, c'est des bonnes mesures. Puis après ça, ben, vous y allez avec votre expérience. Mais de toute façon, comme je dis à mes résidents, si tu veux enlever un drain, assure-toi d'être capable d'en mettre un. Fait que si t'es pas capable de mettre un drain, enlève jamais un drain. C'est un petit peu comme ça que je leur dis. OK. Puis, des fois, je vois dans les dossiers la pathologie de trap lung. Honnêtement, c'est très confus dans ma tête. Je sais pas si tu pourrais m'aider à éclaircir le tout. C'est pas juste confus dans ta tête, c'est confus dans la tête de bien du monde. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à essayer de me démêler là-dedans. En fait, il n'y a pas de terme francophone. Là. Je sais qu'on est sur le francophone. Ouais, malheureusement, il n'y en a pas. Mais au fond, ce qu'on se rend compte, c'est que le terme global, c'est unexpandable lung. Donc, des poumons qui ne veulent pas se réexpandre. Il y en a deux types. Il y a le trap lung, puis il y a le lung entrapment. La différence, elle est surtout en termes de pathologie primaire. Donc, un lung entrapment, c'est lorsque vous allez avoir une plèvre viscérale qui va être extrêmement atteinte, extrêmement inflammatoire, malade. Exemple, vous êtes paranéoplasique, vous êtes une tuberculose, une infection. Et là, à ce moment-là, lorsque vous drainez le liquide, la plèvre, le poumon veut se réexpandre, mais comme il est très inflammatoire, ça crée une certaine rigidité, puis ça ne veut pas, puis souvent, ça va nous apporter un pneumothorax. Lorsque vous allez faire le drainage de ce liquide-là, puis le problème, c'est qu'on ne le sait pas avant de drainer qu'on va arriver avec ça. On voit un épanchement pleural, on veut le drainer, puis on fait le drainage, puis pendant le drainage, on voit que le patient commence à avoir mal. Ça commence à le faire souffrir. Normalement, lorsqu'on draine un poumon, c'est pas supposé d'être souffrant, à part le fait de la piqûre, mais je veux dire, le drainage en tant que tel. Et là, on voit que la plèvre veut se réexpandre, mais la plèvre est inflammatoire, ça fait mal, et ça peut faire même fissurer la plèvre et créer un pneumothorax qu'on appelle ex vacuo. Ça, c'est le lung entrapment. Mais de toute façon, il faut le drainer, puis il faut être très patient parce que ça peut prendre des fois des semaines à ce que le poumon va revenir, mais il faut être sûr de drainer le pneumothorax qui est associé à ça. Le trap lung, lui, c'est le même processus, mais qui devient chronique. Donc, c'est plus une plèvre qui est inflammatoire, c'est une plèvre qui est devenue fibrosée, comme une coque. Alors, quand vous allez enlever le liquide, la plèvre, elle est tellement rigide que le poumon va pas se réexpandre, ça fera pas mal, puis c'est un processus chronique. Alors, vous allez enlever le liquide, il n'y aura pas de pneumothorax, puis tranquillement, le liquide va se reformer. Alors, en général, ces patients-là, lorsqu'on se rend compte une fois que c'est un trap lung, on ne le touche pas, on ne le retouche plus finalement, on le laisse comme ça, puis on laisse le liquide revenir. Si vraiment on veut faire quelque chose, on peut faire une chirurgie de décortication. Alors, plus vous allez drainer, plus vous allez voir des trap lungs. Quand on draine pas, on n'en voit pas, parce qu'on en cause d'une certaine manière. C'est un peu dommage, c'est un peu iatrogénique, mais des fois, c'est bien de le savoir aussi, parce que c'est pas tout le monde qu'on sait que pendant 6 mois, on l'a suivi, puis qu'on a vu l'épanchement. Un patient qui arrive avec un épanchement, on le draine, puis on voit qu'il se passe ou bien de la douleur ou bien une non-réexpansion du poumon, puis qu'au fond, on voit que sur le rayon X, souvent, c'est très spécial, c'est qu'au lieu de voir un pneumothorax qui va être à l'apex, on va voir le pneumothorax qui va être au même endroit avec la même forme que le liquide. Fait que vous regardez votre rayon X avant-après, vous voyez un rayon X qui a du liquide, puis après ça, vous voyez un rayon X qui est en pneumothorax au même endroit que le liquide. Alors, c'est un peu ça. Ça vient avec l'expérience, mais c'est à force d'en faire qu'on les cause, les cas, mais qu'on est capable de bien les gérer. Wow, merci, Dr. Hajmo, pour ce cours 101 sur les épanchements. Ça me fait plaisir. Donc, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé des choses importantes à retenir pour nos auditeurs? Bon, en fait, oui, c'est ce que je dis à mes résidents tout le temps. Donc, il faut faire de l'échographie, ça va changer votre vie, ça va changer votre manière de voir la médecine, ça va améliorer vos diagnostics, puis ça va réduire vos complications. Donc, de
pas hésiter à utiliser l'écho, de bien connaître ou de bien créer vos algorithmes décisionnels. N'hésitez pas à aller avec la pneumolyse pleurale, comme on en a parlé tout à l'heure. Tardez pas à installer vos pigtails, mais tardez pas à les enlever aussi, parce que c'est quand même un corps étranger à l'intérieur du corps. Pour ce qui est des pneumothorax, utilisez l'approche antérieure. C'est facile à faire, c'est simple et c'est sans douleur pour les patients ou avec très peu de douleur. Gardez en tête le trap lung, puis ajoutez à votre arsenal le drainage pleural. Parce que malheureusement, on l'assixe des patients des fois, on pousse les créatinines au maximum, on baisse les pressions. Un drain, le liquide est enlevé, vous avez rien affecté, ni la pression, ni la créatinine, ni votre fonction rénale. Puis après ça, on peut avoir un bien meilleur diagnostic que d'essayer de se battre avec du Lasix ou de la dialyse sur ces patients-là. Ben, merci beaucoup. Merci Ariane, c'était vraiment agréable. Oui, à la prochaine. Donc, merci beaucoup Yann. On se reparle super dans un autre épisode. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de Francophone. Si vous avez aimé ce balado-là, partagez-le avec vos collègues, vos amis qui trippent autant que nous en soins critiques. N'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet francophone.com, sur YouTube, Google Android ou Spotify. À la prochaine! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.